Bonjour, dans cette vidéo, on va démontrer un résultat classique des vecteurs gaussiens, à savoir si on prend un vecteur gaussien de dimension D, de loi donc de moyenne M et de matrice de variance-covariance sigma x, alors vous avez les équivalences suivantes. Vous avez que les variables du vecteur sont indépendantes, toutes ensemble, qui est équivalent à dire qu'elles sont 2 à 2 indépendantes, et qui est encore équivalent à dire que leur matrice est diagonale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer les implications qui vont bien. Donc, je vais appeler ça 1, 2 et 3. Et on va démontrer tout ça dans l'ordre. Donc, 1 implique 2. Là, il n'y a vraiment rien à faire. Oui, d'ailleurs, juste pour la démonstration, on est d'accord que si on montre que 1 implique 2, que 2 implique 3 et que 3 implique 1, on est bon, donc c'est ce qu'on va faire. Donc 1 implique 2, c'est trivial. Honnêtement, il n'y a absolument rien à dire ici. Si elles sont toutes indépendantes entre elles, il va de soi qu'elles sont 2 à 2 indépendantes. Donc rien de spécial à démontrer pour ça. Montrons que 2 implique 3. Donc on va prendre soit... on va prendre un I et un J distincts. Alors là, je vais prendre I plus petit que J, mais évidemment... ce ne serait pas un problème de prendre l'inverse. Donc, je prends I plus petit que J et je dis que, donc on suppose que, XI et XJ sont indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, covariance de XI, XJ égale 0. Ça, c'est vrai, quelles que soient les variables que vous considérez. N'importe quel couple de variables aléatoires, si jamais vos variables sont indépendantes, alors leur covariance est nulle. Et vous savez que le grand piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand la covariance est nulle, généralement, ça n'implique pas l'indépendance, sauf précisément dans le cas du vecteur gaussien. Donc, c'est ça qu'on est en train de démontrer. Donc, ok. La covariance est nulle, bon bah ça c'est exactement ce qui suffit de montrer finalement, parce que quand vous regardez sigma x, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une matrice dans laquelle vous avez sur la diagonale les variances, bon bah ça elles vont jamais disparaître, et ici à tous les endroits, donc par exemple à la ligne I, et à la colonne J, et ben vous avez la covariance de XI, XJ, ou de XJ, XI d'ailleurs, elle se retrouve aussi de l'autre côté ici, à la ligne J, à la colonne I. Et donc, du coup, si vous avez que toutes les covariances sont nulles, alors ça veut dire que votre matrice est diagonale. Donc là, c'est vraiment CQFD. On a fini de démontrer 2 implique 3. Ok, alors, le plus compliqué, qui n'est pas très compliqué d'ailleurs, c'est de montrer que 3 implique 1. Donc, vous avez toujours plusieurs possibilités pour partir sur ce genre de démonstration. Là, on a vraiment envie de partir des fonctions caractéristiques. On a envie de démontrer qu'en fait, la fonction caractéristique du vecteur est égale au produit des fonctions caractéristiques. C'est vrai aussi pour les densités. C'est vrai que si vous avez que la densité jointe est égale au produit des densités, vous avez aussi indépendance. Mais il se trouve que là, la fonction caractéristique, elle est plutôt sympathique et que ça va plutôt être facile à montrer. Donc, on y va. On va dire qu'on prend la fonction caractéristique alors au vecteur plutôt, un vecteur U de RD. Donc, U, c'est bien un vecteur. Et on va dire du coup que la fonction caractéristique du vecteur x au point U, par définition, c'est égal à l'exponentielle de i multiplié par u transpose m. Donc ça, c'est le produit scalaire entre u et les variables de ma moyenne. Et ici, j'ai une forme quadratique qui est u transpose sigma x u. Ok. Donc, ce truc-là, en fait, il est très très sympathique. Nous, on a supposé, alors on a oublié de le dire, mais ici on suppose que sigma x est diagonale. Et c'est ça qui va rendre notre vie hyper facile ici, parce que si vous avez une forme quadratique avec ici une matrice diagonale, alors ça se simplifie beaucoup beaucoup, et regardez ce que ça donne. Donc ici, évidemment, ça ne change rien. Alors, je peux l'écrire comme une somme, le produit scalaire qui est là. Donc je vais prendre J parce que le I, c'est déjà notre variable complexe. Du coup, ça va nous compliquer la vie si on prend I. Donc UJ, MJ, ça d'accord. Et ici, regardez ce que je vais faire. En fait, c'est tout simplement, je développe ma forme quadratique. Sauf que comme la matrice est diagonale, ça se passe vraiment bien. Et je vais tout simplement avoir la somme des sigma J carré fois UJ carré aussi.
Voilà. Bon, donc là, en fait, si on regarde bien, on a une somme, hein, une exponentielle d'une somme. Mais une exponentielle d'une somme, par définition, c'est le produit des exponentielles. Donc ça se passe bien. Et ça s'écrit très joliment comme étant I, U, J, M, J, moins 1 demi de sigma J carré UJ carré. Bon, ça, c'est donc le produit des exponentielles. Et là, vous reconnaissez ici la fonction caractéristique de la variable xj au point uj. Donc, vous avez à la fin le produit des fonctions caractéristiques. Du coup, alors j'espère que vous êtes convaincus que c'est bon. Vous avez la fonction caractéristique du vecteur qui est égale au produit des fonctions caractéristiques et cela est une condition donc suffisante pour, nécessaire et suffisante pour parler d'indépendance. Voilà, donc c'est bon, on a que 1 implique 2, que 2 implique 3 et que 3 implique 1, donc vous avez bien l'équivalence entre toutes ces propriétés, ces assertions. J'espère que ça vous a éclairé.